Bien, donc nous poursuivons notre cours sur la gouvernance de l'espace de liberté, de sécurité et de justice avec la troisième partie consacrée à la mise en œuvre des politiques dans cet espace. Je vous rappelle que les deux premières parties portaient respectivement sur le cadre de ces politiques, les questions donc liées au traité, principalement, et une seconde partie qui portait sur le contenu, plutôt les contenus des différentes politiques menées. Et on va passer maintenant à l'examen de la mise en œuvre de ces politiques. Alors on va d'abord le faire de manière générale, de manière transversale, et après on prendra un petit exemple. On n'aura pas le temps, je pense, de prendre l'exemple de toute une politique. On prendra l'exemple d'une agence, comment fonctionne Europol. Alors, on va voir, les différents points qu'on va voir sont les suivants. On va d'abord voir quels sont les principes qui encadrent la mise en œuvre. Ensuite, quels sont les organes nationaux et qui participent à la mise en œuvre, les organes européens, le rôle des pays tiers et des organisations internationales, donc c'est quelque chose sur lequel on passera assez rapidement, et enfin quelques indications sur le contrôle juridictionnel et sur l'évaluation. Alors, le premier point de ce thème porte donc sur le principe, le principe qui est le principe principal qui encadre cette mise en œuvre. Il a déjà été évoqué, donc je vais essayer de présenter ça maintenant. Il a été évoqué au passage en traitant d'autres aspects. Je vais essayer de préciser ça de manière systématique. Donc, le principe, c'est que la mise en œuvre relève des États membres. La mise en œuvre des politiques dans cet espace relève des États membres, au premier chef, et que les institutions européennes ont des compétences limitées, on verra à quoi, et que, en revanche, des agences européennes peuvent intervenir, mais elles ne peuvent intervenir que pour faciliter la coopération opérationnelle et la coopération informationnelle entre les États membres. Alors, avec toutefois une exception, vous le savez, c'est l'évolution de Frontex qui, avec son nouveau statut de 2017, le renforcement dont l'agence a fait l'objet en 2017, maintenant lui permet d'agir avec, disons, de manière un petit peu autonome dans certains cas à l'égard des États membres, et donc même parfois d'imposer des actions sans forcément donc d'une part obliger les États membres à coopérer, ce qui n'était pas toujours le cas. Vous savez, en matière de coopération en général, la coopération, l'échange d'informations est obligatoire, la coopération informationnelle est obligatoire, la coopération opérationnelle, elle l'était beaucoup moins. Maintenant, donc, on a des obligations plus précises en matière de coopération opérationnelle. Et également, l'autre grand aspect, c'est la capacité à passer outre la position de certains États qui seraient un peu reluctants à accepter des interventions coordonnées par Frontex sur leur territoire. Mais bon, ça reste, cette évolution, il faut bien la replacer, elle reste assez limitée par rapport le cadre général, le principe qui gouverne cette mise en œuvre des politiques dans l'espace de liberté et de justice, c'est vraiment une mise en œuvre par les États membres. Alors, ensuite, la mise en œuvre, qu'est-ce que ça implique, donc, mise en œuvre, c'est quelque chose de très très large. De manière plus précise, ça implique d'une part l'adoption de normes secondaires qui vont préciser des normes primaires. Donc, ici, j'ai une approche assez large de la notion de normes secondaires. J'y inclus par exemple
la soft law, tout ce qui, on va dire, tout comme on dit en américain, tout le administrative rulemaking, c'est-à-dire tous les cas dans lesquels des organes, ou plutôt des organes exécutifs, peuvent adopter des normes, normes au sens propre ou normes au sens soft law. Ensuite, des décisions. Par exemple, adopter, rentrer un signalement dans le SIS, accorder un visa Schengen, et troisième élément de ce que je recouvre cet ensemble mis en œuvre, normes secondaires, décisions et activités opérationnelles. Les activités opérationnelles, eh bien, c'est par exemple mener des enquêtes dans le cadre d'une décision d'enquête européenne. Vous demandez un élément d'enquête à un autre pays. C'est assurer des contrôles aux frontières extérieures ou même aux frontières intérieures. Voilà, donc on retrouvera un petit peu toujours cette tripartition de la mise en œuvre entre les normes secondaires, les décisions et l'opérationnel. Alors, je vous l'ai dit, ce sont les États membres qui mettent en œuvre les politiques dans cet espace. Donc on va commencer par l'étude des États membres, en particulier des organes nationaux qui sont impliqués dans cette mise en œuvre. Alors, pour eux, on va d'abord voir à leur égard quelles sont leurs compétences en matière de mise en œuvre, comment ensuite ils sont choisis. Bon, vous allez voir ce que recouvre l'expression choisie. Et puis, on fera un dernier point sur la question des compétences nationales et du principe de réalité. Alors, premier élément des compétences des organes nationaux, on retrouve c'est mettre en œuvre le droit de l'Union européenne, et là on retrouve la tripartition dont je viens de parler, c'est-à-dire bien lorsque c'est prévu en droit européen, eh bien adopter des normes secondaires. C'est pas toujours le cas, ça peut l'être. Ensuite, adopter des décisions de fond, qui souvent matérialisent le choix discrétionnaire qui est laissé aux États membres. Je vous ai déjà expliqué cette évolution, à savoir que dans beaucoup de domaines de notre espace, dans beaucoup de politiques menées dans notre espace, le droit de l'Union européenne enserre tout ce qui est détermine tout ce qui est procédure d'adoption des normes secondaires, enfin surtout des actes, des décisions. Mais en fin de compte, la décision elle-même, et en particulier dans sa dimension discrétionnaire, reste pleinement aux États membres. Simplement, ils ont certaines formes à respecter, mais le choix discrétionnaire, je vous en ai déjà parlé, accordez-nous un visa Schengen, ou faire un signalement au SIS, ou refuser le statut de demandeur d'asile, ou de réfugié, pardon, relève du choix discrétionnaire des États membres. Alors, donc, cette décision de fond qui matérialise le choix discrétionnaire des États membres et qui ont en général des conséquences auprès d'autres États membres. Tous les cas dont je viens de parler ont des conséquences auprès des autres États membres, qu'il s'agisse des conséquences d'un signalement au SIS, qu'il s'agisse de l'attribution d'un visa Schengen, d'une décision qui confère le statut de réfugié ou pas à une personne, etc. Alors, et enfin, la question, donc, on retrouve encore l'opérationnel. L'opérationnel, bon, on peut dire que les États membres ont un quasi monopole de l'opérationnel. L'opérationnel, je vous l'ai dit, c'est par exemple assurer les activités de contrôle aux frontières, aux points de passage, entre les points de passage, aux frontières externes, malheureusement de plus en plus aux frontières internes également. Alors, avec une situation monopolistique, donc qui
disons, qui est un petit peu battu en brèche avec les nouvelles compétences reconnues par Frontex. Je viens d'en parler. Alors, donc, c'est première compétence des organes nationaux, la mise en œuvre du droit de l'Union européenne avec tout ce que ça comporte. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il y a après toute la prise en compte des actes transnationaux adoptés par d'autres États membres. Et donc, tout ce qui concerne les obligations des États membres en matière d'adoption vis-à-vis des autres États membres, d'une part, et vis-à-vis des instances européennes. Dire opération en matière de coopération, pensez toujours quand vous avez coopération dans notre espace, c'est la coopération informationnelle, la coopération opérationnelle. Opération informationnelle, vous devez transmettre les informations qu'on vous demande, si ça rentre, la demande rentre dans les cases, et de plus en plus maintenant également coopération opérationnelle. Quand on vous demande d'exécuter un mandat d'arrêt européen, de transférer un élément de preuve, etc. Dernier point, ces compétences, qui est un petit peu une synthèse de tout ce que je viens de dire, ces compétences s'exercent dans un contexte d'interdépendance. Rappelez-vous la question de l'interdépendance, interdépendance fonctionnelle dont j'ai déjà parlé. Bien que les États membres dépendent les uns des autres pour l'exécution quand même d'un grand nombre de ces traités. Les exemples dont je viens de parler sont, je pense, assez clairs. En ce qui concerne maintenant le choix de ces organes nationaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par choix? Eh bien, c'est la question de savoir est-ce que les États membres peuvent directement dire voilà, c'est telle ou telle administration, telle ou telle autorité, tel ou tel organe national qui va exécuter mes obligations, les obligations que j'ai en tant qu'État membre pour la mise en œuvre des politiques dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Alors a priori, la réponse c'est oui, les États membres sont libres de choisir les organes nationaux par lesquels qui sont chargés de l'exécution, etc. C'est pourquoi? Parce que c'est une déclinaison du principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des États membres. C'est-à-dire, vous savez, les États membres sont soumis à des obligations de résultat en matière d'application du droit de l'Union, mais ils peuvent le faire avec les moyens qu'ils veulent, du moment que les moyens sont suffisants, proportionnels, etc., etc. Mais ce qu'on perçoit, c'est que en fait l'autonomie institutionnelle et procédurale des États membres est en fait, elle est de plus en plus fonctionnalisée. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, elle est un petit peu légèrement tordue, si je puis dire, par le droit de l'Union pour que les États membres l'exercent dans une certaine direction. C'est-à-dire, oui, ils sont encore en très grande partie libres du choix des autorités des autorités chargées de la mise en œuvre, mais de plus en plus, le droit de l'Union va introduire va demander que soient présentes certaines caractéristiques. Et que les organes soient dotés de certaines caractéristiques ou qu'ils agissent selon certains critères. Donc on va voir. Parfois, le droit de l'Union demande que les organes présentent des caractéristiques fonctionnelles, donc agir d'une certaine manière, exercer ses fonctions d'une certaine manière, ou bien des caractéristiques organiques, c'est-à-dire qu'ils doivent présenter structurellement en tant que tel, en tant qu'organe, et enfin d'agir selon un certain nombre de critères d'action. Alors, les caractéristiques fonctionnelles, deux exemples, c'est par exemple tout ce qui concerne l'accès aux données introduites dans le SIS, dans le SIS-2. Là, il faut que les autorités nationales qui vont accéder à ces données bénéficient d'une sorte d'accréditation. C'est pas n'importe quelle autorité administrative, même n'importe quelle autorité répressive qui va pouvoir y accéder. Il va falloir qu'elle soit accréditée. Je vous ai mis la référence. C'est dans
le règlement de 2006 sur le 6.2. Deuxième exemple, il est également demandé aux gardes-frontières, donc les gardes-frontières qui a priori sont des agents des États membres, des agents nationaux, eh bien de présenter certaines caractéristiques professionnelles. En particulier, ces agents doivent bénéficier de formations en matière autour du code frontière Schengen, en matière de traitement des demandes de réfugiés, en matière voilà, d'une certaine montrer formation à certaines questions qui ont semblé cruciales aux législateurs européens. Donc oui, ce sont toujours des agents nationaux, qui sont toujours recrutés selon des critères nationaux, etc., etc. Mais ils doivent quand même, les États membres doivent pouvoir prouver qu'ils ont suivi un certain type de formation. Là aussi, je vous ai mis la référence. Je peux même la mettre encore plus précise. Hein, c'est ce règlement c'est la dernière version du code frontière Schengen, et plus précisément, c'est son article 15 que je n'ai pas indiqué dans la slide. Alors, autre caractéristique de ces organes nationaux qui doivent parfois présenter, cette fois des caractéristiques organiques ou structurelles, c'est-à-dire ils doivent en tant que tels être dotés de certaines caractéristiques. Dans certains cas, il doit s'agir le droit de l'Union impose que les autorités compétentes doivent être des autorités indépendantes ou du moins des administrations dont l'activité est contrôlée par des autorités indépendantes. C'est le cas des autorités ou des administrations nationales qui mettent en œuvre Eurodac. Vous savez, la base de données, qui ont accès à Eurodac, la base de données relative aux demandeurs d'asile, base de données européenne, hein, donc je vous ai mis la référence du règlement. Dans d'autres cas, le droit de l'Union va demander à ce que les autorités compétentes, les autorités nationales compétentes, soient des autorités juridictionnelles. Hein. Exemple, c'est le cas des autorités qui traitent des recours de deuxième niveau en matière d'asile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, recours de deuxième niveau en matière d'asile? Eh bien, ça veut dire que ce sont des autorités administratives hein, qui prennent une décision sur l'attribution ou non du statut de réfugié, et le droit de l'Union dit, bon, il peut y avoir ensuite une sorte d'appel administratif auprès d'une autre autorité administrative, hein, ce qu'on peut appeler en France un recours, par exemple, un recours hiérarchique, mais après, doit être prévue une autre possibilité de recours, et qui, elle, doit être confiée à une autorité juridictionnelle. Alors, c'était pas toujours le cas dans certains États membres, maintenant c'est devenu obligatoire, hein, donc pourquoi? Parce que derrière, juridiction, plus de garanties, etc. etc. Là encore, vous avez les références qui vous sont indiquées. Et puis, troisième cas dans lesquels eh bien l'Union européenne hein, commence disons, un petit peu à encadrer les choix des autorités nationales chargées des mises en œuvre, eh bien, c'est l'indication de critères d'action. Donc là encore, je vous ai mis un exemple, hein, c'est la question du respect. Les autorités compétentes doivent agir en respectant des droits et des garanties qui sont précisément énumérés lors de certaines procédures décisionnelles. Hein, c'est le cas particulier lors de l'examen des demandes d'asile. Voilà, je vous ai mis là encore les références. Alors, ce que, à mon avis, il faut bien comprendre en matière d'organes nationaux, hein, c'est que la question de la compétence, des compétences nationales, se heurte quand même un petit peu à un principe que j'appelle, faute de mieux, le principe de réalité. Alors, pourquoi? Parce que en fait, qu'est-ce que ça implique, ce principe de la compétence nationale? C'est-à-dire, ce sont les États membres qui sont directement chargés eux-mêmes, pour leur compte en premier lieu, mais aussi pour le compte de tous les autres États membres, qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques dans notre espace. Bien, ça signifie que
suffit d'observer un petit peu, d'aller au-delà de la lecture des textes, que certains États membres sont en capacité de mettre en œuvre les politiques dont les charge le droit de l'Union européenne, et d'autres ne le sont pas, ou moins. Donc voilà, la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est cette faiblesse de certains États membres. Alors une faiblesse structurelle dans le cas de la Grèce, une faiblesse liée à la longueur des frontières à contrôler, bon, cas par exemple de l'Italie et ses frontières maritimes. Et puis, en même temps, deuxième aspect de cette même réalité, c'est l'importance des crises. Bon, je sais pas si crise est un bon mot, enfin d'une certaine manière, oui, crise est un bon mot, par exemple, principalement les flux migratoires, hein, des années 2015, 2016, où là encore, hein, ces flux, bon, dus pour des critères géographiques, pour des critères démographiques, pour des critères géopolitiques, etc., ces flux ont frappé en fait les pays de l'Union européenne qui souvent étaient les plus fragiles, hein, ceux dont je viens de dire, qui présentaient des faiblesses structurelles ou géographiques. Et donc que des États membres qui sont plus en capacité, on va dire, se trouvent géographiquement relativement plus abrités, ils ne sont pas en tout cas en première ligne. Et donc, la question que ça pose, c'est c'est la question de la solidarité. Hein. C'est-à-dire comment est-il possible de mettre en place une solidarité européenne, donc une solidarité entre les États membres, pour gérer les États les plus fragiles ou soumis aux plus fortes pressions, à gérer au mieux les situations dans lesquelles ils se trouvent. Alors, pour répondre à ça, il faut d'abord bien comprendre que ce principe de la compétence nationale, c'est un principe auquel quand même tous les États membres sont extrêmement attachés. Hein. La compétence nationale, ça veut dire derrière, c'est la souveraineté nationale. Hein. Tout ce dont on parle, les questions de gestion des frontières, de coopération policière, d'asile, etc., je l'ai déjà dit plusieurs fois, coopération judiciaire en matière pénale, ce sont des domaines qui sont des domaines au cœur du régalien, hein, et donc pour lesquels les États sont en quelque sorte arc-boutés sur ces compétences-là, et sont les premiers à défendre ces compétences nationales, et sont les premiers à créer un système, je ne vais pas dire du chacun pour soi, mais disant, voilà, nous, c'est des fonctions régaliennes, c'est normal que nous les exercions sur notre territoire. Hein. Et même les États qui sont les plus structurellement faibles continuent en partie à tenir encore ce discours, parce qu'ils sont attachés, hein, à leur rôle. Et donc, la question de la solidarité, vous voyez, se trouve dans une équation délicate, c'est-à-dire respecter ce principe des compétences nationales, hein, avec qui repose derrière sur celui des souverainetés nationales, mais en même temps essayer de trouver une marge d'intervention, une marge de solidarité pour intervenir dans les difficultés les plus criantes. Ensuite, si on reste toujours dans l'examen de notre principe de réalité, c'est que derrière, il y a quand même un jeu relativement hypocrite entre les États membres, c'est-à-dire que souvent les États membres qui sont dans des situations structurellement difficiles sont un peu, je veux dire, un peu de honte, c'est peut-être exagéré, mais je pense que vous comprenez l'idée, à demander de l'aide, et de l'autre, les États qui sont les plus protégés, on va dire, par la géographie, eux sont, disons, finalement, ça ne me concerne pas, ce qui se passe aux frontières sud et sud-est de l'Europe, moi je suis loin de tout ça, et puis voilà, donc principe des compétences nationales, chacun doit gérer ses frontières, etc., etc. Donc voilà, ça fait un ensemble de paramètres, et donc le résultat de tout ça, c'est qu'il ne faut pas s'étonner si la question de la solidarité, elle est proclamée dans les traités. Hein. Pensez par exemple à l'article 4.3, l'article 67, les articles 67 et 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec
belle déclaration dont on a déjà parlé, qu'on a déjà abordé, mais que dans les faits, c'est assez limité. Les réalisations concrètes en matière de solidarité sont assez limitées. Qu'est-ce qu'on avait comme réalisation? On avait, avant les crises, on avait les programmes les fonds, hein, dont j'ai déjà parlé, ces programmes de financement, où il y avait quelques critères disons, la situation difficile de certains États était pris en compte, hein. C'était par exemple des fonds qui étaient attribués, une espèce de clé de répartition proportionnelle en fonction de la longueur des frontières, par exemple, etc. Et puis, il y avait également quelques actions des agences, hein, en particulier Frontex ou le Bureau d'asile, mais qui étaient liées à la volonté ou à la bonne volonté des États membres. Je vous rappelle, la coopération opérationnelle jusqu'à la réforme de Frontex, qui n'a touché que Frontex et pas le Bureau d'asile, reposait sur une aide volontaire des États membres, que Frontex mettait en musique, hein, mais c'était une aide volontaire. Donc, des réalisations assez limitées. Alors, après les crises, avec les crises et après les crises, est-ce que ça a changé? Ça a changé. Oui, oui, d'une certaine manière, parce que on a vu apparaître, vous savez, ces fameux programmes de réallocation, hein, avec la réallocation d'un certain nombre de demandeurs d'asile à partir de l'Italie et à partir de la Grèce, hein, sur des bas entre les États membres, hein, selon les quotas. Oui aussi parce que les crédits les crédits des agences qui sont les directement impliqués, hein, toujours les mêmes, Frontex et le Bureau d'asile, ont augmenté, que ceux-ci ont pu développer leurs opérations, et donc soulager les pays qui étaient les plus sous pression, soulager en partie, et puis aussi avec cette très relative fédéralisation introduite par la réforme de Frontex. Mais, alors je disais oui et non. Non, parce que alors les programmes de réallocation, pardon, existent, mais vous savez que leur mise en œuvre est extrêmement lente, hein, et même entravée dans certains États, que oui, les crédits affectés à nos deux agences ont augmenté, mais ils avaient un peu trop baissé avant, donc il y a eu d'abord je vous l'avais dit, hein, il y avait un plan il y a eu un plan de réduction des fonds accordés aux administrations européennes, hein, peu de temps avant les crises, donc il a fallu d'abord, il y a eu une opération de récupération, et puis la question de la fédéralisation de Frontex, bon, ça reste encore assez timide, hein, le corps européen de garde-frontières, 1500 personnes, qui n'est pas encore, enfin, qui est partiellement opérationnel. Disons, c'est sans doute un premier pas intéressant, mais ça reste bien en deçà de ce qui serait nécessaire. Alors, si on passe maintenant à l'étude des organes européens. Donc, on a vu le principe. En principe, c'est les États membres. Les organes européens, eux, ont un rôle, alors qui n'est pas marginal, mais qui est en tout cas quantitativement, qui est bien moindre que celui des États. Alors, quelles sont les compétences qu'exercent les institutions de l'Union? Le premier type de compétences, et puis on verra les types de compétences, et puis ensuite les différentes institutions de l'Union impliquées. La première, ça peut être l'adoption de normes d'application. Pas toutes, évidemment, pas toutes les institutions, mais certaines. Je pense principalement à la Commission, y compris de la soft law, là encore. Hein, rappelez-vous l'approche large que j'ai fait de normes d'application, de administrative rulemaking, des décisions, du suivi de certaines activités, en particulier de suivi des activités des agences ou de suivi de situations particulières au sein des États membres. De l'opérationnel, hein, c'est là encore le cas principalement des deux agences. Alors, je prends beaucoup comme exemple le cas de la politique de gestion des frontières extérieures et de l'asile, mais bon, on pourrait là encore citer
d'autres domaines, hein, comme la coopération pénale ou la coopération policière. Ce serait la même logique. Et puis de l'évaluation. Hein, donc 5 types de compétences: l'adoption de normes d'application, l'adoption de décision, du suivi, l'opérationnel et des évaluations. Alors, si on prend les institutions les unes après les autres, enfin les institutions, 3 qui sont le plus impliquées, le Conseil européen, le Conseil et la Commission principalement, qu'est-ce qu'on constate? Alors, je parle ici j'évoque le Conseil européen, pourquoi? Parce que le Conseil, en fait, a priori, je ne devrais pas l'évoquer, puisque, comme vous le savez, le Conseil européen n'a pas de compétences décisionnelles. Pas de compétences décisionnelles dans notre domaine. Il peut en avoir certaines pour bon, mais qui ne nous concernent pas du tout ici. Mais en revanche, le Conseil européen a un pouvoir d'influence qui va grandissant, et surtout, il a décidé de s'impliquer de plus en plus pour faire face à certaines crises, et c'est sur son initiative que, par exemple, ont été, en 2015, je crois, ont été triplés les crédits attribués à Frontex. C'est sur son initiative qu'ont été lancés les plans de relocalisation de septembre 2015. Tout ça, hein, voilà, rendez-vous bien compte, ça passe par, c'est pas le Conseil européen qui a pris une décision de triplement ou d'adoption de plan de relocalisation, mais c'est lui qui a demandé à ce que ça soit fait. Ce que, avant, chose qu'il n'avait, qui a priori, on va dire, peut-être une lecture stricte des traités, ne sont pas dans son rôle, mais qu'il a jugé nécessaire de faire un petit peu pour débloquer certaines situations. On peut mettre en parallèle le rôle aussi qu'il a joué de cette manière-là, de manière active, proactive, comme on dit, pour la gestion des crises financières quelques années plus tôt. Alors, en ce qui concerne le Conseil et la Commission, je vais les traiter de manière séparée, mais il y a quand même un point commun que je voudrais souligner. C'est l'évolution respective de leurs compétences en matière d'exécution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que on observe très nettement le contexte, c'est celui de la communautarisation des politiques menées dans notre espace, avec la fin, avec Lisbonne, de l'achèvement de la communautarisation du troisième pilier, et donc automatiquement on voit un basculement, c'est-à-dire que lorsque on était encore, on va dire, avant Lisbonne, ou lorsque du moins dans le cadre de politiques intergouvernementales, l'organe d'exécution, entre guillemets, c'était le Conseil, dans le sens où c'était lui qui pouvait être amené à adopter certaines normes d'exécution, de la soft law, certaines décisions. Et avec la communautarisation du troisième pilier, l'achèvement, donc on voit un mécanisme de bascule, c'est-à-dire que les compétences d'exécution du Conseil se réduisent. Attention, elles sont pas, il en reste, il en reste. Rappelez-vous les traces d'intergouvernementalité dont on a déjà parlé, mais c'est de plus en plus la Commission qui apparaît comme qui est chargée des tâches d'exécution de fonctions d'exécution, lorsque le droit de l'Union estime que des fonctions d'exécution doivent être exercées au niveau de l'Union. Voilà. C'est moins en moins le Conseil, de plus en plus la Commission, ce qui ne va pas d'ailleurs sans difficulté un petit peu entre les deux. Alors, on va commencer par le Conseil de l'Union.